Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui parlera de notre système de protection, c'est-à-dire l'immunité. Notre corps est constamment bombardé par ces petites structures microscopiques qui sont les agents pathogènes tels que les bactéries, les virus, les parasites et autres qui peuvent rentrer par nos orifices et nous rendre malades. Et notre corps a essentiellement 4 façons de se protéger contre les envahisseurs. Nous avons d'abord la peau et les muqueuses. Nous avons la réaction inflammatoire ou l'inflammation. Nous avons la défense non spécifique. Et finalement, nous avons la défense spécifique. Ces 4 composantes forment ce qu'on appelle notre système immunitaire. Commençons avec la peau et les muqueuses. Alors, si on regarde la peau d'un individu, ici on a grossi un petit cube de notre peau. C'est un organe très complexe. C'est le plus gros organe de notre corps. On ne rentrera pas dans les détails de la structure de la peau, mais en ce qui concerne les agents pathogènes, la peau est comme le grand mur de Chine. Elle est une barrière physique pour empêcher, jusqu'à un certain point, l'entrée des envahisseurs. Mais le problème avec la peau, il est double. Premièrement, elle n'est pas toujours intacte. Elle peut se faire graffiner, brûler, rupturer, trouer, couper, etc., qui crée une porte d'entrée pour les agents pathogènes et cause une infection. Mais pas juste ça. Le deuxième problème avec la peau, c'est qu'on n'a pas de la peau sur 100% de notre corps. C'est-à-dire, nous avons des portes d'entrée pour les agents pathogènes en permanence. Notre bouche, nos yeux, nos oreilles, notre nez, notre urètre, notre anus et pour les femmes, le vagin. Alors, les hommes ont 9 portes permanentes et les femmes en ont 10. Alors, partout où nous n'avons pas cette peau en permanence pour nous protéger, nous avons ce qu'on appelle les muqueuses. Les muqueuses englobent toute structure, tout mécanisme de défense en place dans nos orifices permanents pour essayer de capter autant que possible des agents pathogènes et nous protéger. Par exemple, nos larmes. Nos larmes font partie des muqueuses qui protègent les ouvertures qui sont nos yeux. On produit des larmes toute la journée. Les larmes sont là pour trapper la poussière, dans laquelle il y a plusieurs agents pathogènes. Les larmes vont être acheminées à des petits tubes dans le coin de nos yeux, et ces tubes-là sont drainés jusque dans notre gorge, et donc les agents pathogènes s'en vont dans notre estomac, où l'acidité très forte va les attaquer et les détruire, plutôt que de s'infiltrer plus profondément dans notre système. Nous avons aussi la cire dans nos oreilles, qui est là pour trapper agents pathogènes, poussière, etc., et empêcher de s'infiltrer dans notre système. Nous avons aussi les voies respiratoires qui sont protégées par des muqueuses, c'est-à-dire d'abord nous avons le mucus produit dans notre nez qui trappe un peu comme de la colle, de la poussière, des allergènes, toutes sortes de substances qui pourraient s'infiltrer dans nos voies respiratoires. Malgré ça, ce n'est pas 100% efficace. Tout le long de nos voies respiratoires, nous avons ces petits cils microscopiques qui sont constamment en train de battre et constamment en train d'essayer de remonter tout agent pathogène qui s'infiltrerait jusque-là et les amener dans notre gorge où ils seront avalés, tout comme on disait tantôt avec les larmes. Dans la bouche, nous avons les bactéricides de notre salive qui vont attaquer bactéries qui s'infiltreraient par là. L'acidité de l'urine qui recouvre l'intérieur de notre urètre en permanence agit comme protection d'agents pathogènes qui voudraient rentrer par là. Nous avons une multitude de bactéries en résidence permanente dans notre gros intestin, dans notre rectum, qui empêchent la prolifération d'autres types de bactéries dangereuses. Et finalement, chez les femmes, le vagin est un environnement très acide et cette acidité est néfaste à la survie de toute forme de vie microscopique, y inclut les spermatozoïdes de l'homme. Mais ce sujet sera pour une autre vidéo. Malheureusement, notre peau et nos muqueuses ne sont pas infranchissables. Et quand il y a un bris dans la peau, ou quand il y a des agents pathogènes qui s'infiltrent malgré nos muqueuses, c'est maintenant le temps d'entrer en jeu les 3 prochaines lignes de défense. C'est-à-dire ici, ce n'est pas en ordre. Quand la peau et les muqueuses font faillite, on passe à l'inflammation. Quand l'inflammation ne fonctionnera pas, on passe à celui-là et ensuite à celui-là. Non. Nous avons la peau et les muqueuses d'abord, et quand ça n'aura pas été capable d'empêcher les agents pathogènes de rentrer, les 3 prochaines formes de défense entrent en jeu en même temps à la simple exposition à des agents pathogènes. Alors, l'inflammation est une réaction très complexe qu'on va essayer de résumer ici dans des grandes étapes. Alors, dans mon scénario, j'ai une lame de couteau qui tranche la peau. Fait qu'évidemment, cette barrière, ce mur de Chine est maintenant brisé et il est fort probable que déjà sur la lame du couteau, il y avait des agents pathogènes de toutes sortes. Alors ici, ils sont représentés par les petits bâtonnets.
Première chose qui va arriver, c'est qu'il y a des cellules avoisinantes autour de là où la plaie s'est faite qui vont relâcher ces petits points, ces petites structures nommées histamines. Maintenant, il est possible que vous ayez déjà entendu parler d'antihistamines, surtout ceux qui ont des allergies. Les antihistamines sont des substances chimiques qu'on peut consommer qui vont aller combattre l'action des histamines pour empêcher nos allergies. Parce que les allergies sont une réaction inflammatoire. C'est une réaction du système immunitaire à la présence de ce qu'il pense est dangereux, c'est-à-dire l'allergène, que ce soit de l'huile d'arachide ou que ce soit la piqûre d'une guêpe ou peu importe, notre système pense que cet allergène est un agent pathogène envahisseur et nous avons la réaction inflammatoire qui est dégagée. Alors en prenant des antihistamines, nous sommes capables jusqu'à un certain point de supprimer la réaction inflammatoire et apaiser les symptômes de l'allergie. En présence d'agents pathogènes, nos cellules spécialisées vont relâcher ces histamines. Que font les histamines? Bien, les histamines vont avoir une double effet sur le système sanguin. D'abord, les histamines vont faire augmenter le montant de sang qui vient dans la proximité de la plaie, pas dans le vaisseau sanguin qui est abîmé. Si on a abîmé un vaisseau sanguin avec le couteau, bien, ce vaisseau sanguin-là, on aimerait diminuer le montant de sang qui y va, mais les vaisseaux sanguins qui sont intacts, qui passent à proximité, on veut qu'il y ait plus de sang pour apporter nos globules blancs. Deuxième chose que les histamines font, c'est qu'ils vont faire augmenter la taille des pores capillariens, c'est-à-dire augmenter la taille des trous dans la paroi de nos capillaires. Pourquoi? On veut que deux choses arrivent ici. On veut que plus de liquide plasmatique sorte et apporte avec lui la chaleur. Pourquoi? La chaleur va aider à combattre l'infection. Si la température de la plaie augmente, la vitesse à laquelle les agents pathogènes se reproduisent diminue. Alors la chaleur par elle-même ne va pas tuer les bactéries, mais va ralentir la vitesse à laquelle elles se reproduisent. Et en plus, les trous plus gros vont permettre aux globules blancs de sortir. Et c'est une sorte spécifique de globules blancs ici, c'est des phagocytes. Les phagocytes vont attaquer les agents pathogènes en essayant de les détruire. Bien sûr, pendant ce temps, la coagulation va essayer de boucher le trou et éventuellement réparer la peau par mitose. Si on regarde une coupure typique sur le doigt d'un individu, le fait que c'est rouge et bombé, c'est l'accumulation de ce liquide chaud et plus de sang qui se dirige dans la région. La présence de pus, une substance jaunâtre juste ici, ça c'est les cadavres des globules blancs qui se sont battus avec les bactéries. Il y en a qui sont morts lors du combat de l'infection et ça forme le pus. Donc le pus est une indication qu'il y a eu présence d'agents pathogènes et que nos phagocytes se sont battus et il y en a qui sont morts. À noter ici que la fièvre est aussi une réaction de l'inflammation. Mais la fièvre, c'est une réaction à une infection plutôt globale, pas une coupure, au moins que la coupure elle est sévère et les bactéries sont capables de se répandre partout dans notre corps. Dans ce cas-là, on pourrait développer une fièvre. Mais la fièvre, c'est tout simplement l'augmentation de la température de notre corps pour essayer de ralentir la vitesse à laquelle se reproduisent les bactéries et donner la chance à nos globules blancs de gagner la guerre. Et parlant de globules blancs, allons maintenant à la défense non spécifique. Nous avons plusieurs types de globules blancs, tous produits par les cellules souches dans notre moelle osseuse. On peut former des lymphocytes B, des lymphocytes T, des lymphocytes T cytotoxiques ou des phagocytes. Les lymphocytes B et les lymphocytes T, on va en parler dans quelques minutes quand on va faire la défense spécifique, mais les lymphocytes T cytotoxiques ainsi que les phagocytes jouent un rôle dans la défense non spécifique. Alors d'abord, les lymphocytes T cytotoxiques sont une sorte spécifique de lymphocytes présents dans les ganglions lymphatiques qui patrouillent notre corps à la recherche d'agents pathogènes. Alors on peut voir ici un lymphocyte T cytotoxique qui est en train d'attaquer un agent pathogène, fort probablement un virus dans cette image. Les lymphocytes T cytotoxiques, ou les LTC, si vous voulez le dire plus vite, sont spécialisés à faire deux choses. D'abord, attaquer les virus, comme on a vu dans l'image ici, ou attaquer les cellules cancéreuses. Alors, les lymphocytes T cytotoxiques sont capables d'identifier des cellules qui sont en train de se reproduire très rapidement et les attaquer avant la formation d'une tumeur. Et les lymphocytes T cytotoxiques attaquent par ce qu'on appelle cytolyse, qui est la rupture de la membrane plasmique ou, dans le cas des virus, de la capsule protéique qui est l'équivalent de la membrane plasmique pour les virus. Et maintenant, les phagocytes. Et les phagocytes, c'est une sorte spécifique de globules blancs, eux aussi, et il y en a plusieurs différents types. Alors, vous avez les monocytes, les cellules dendritiques, les macrophages, les granulocytes, les mastocytes, mais dans le cadre de ce cours, nous allons regarder ce qui se passe au niveau des macrophages et des granulocytes. Mais avant ça, phagocytes, d'où vient le nom,
mais ça vient du processus nommé phagocytose, qui est la façon dont les phagocytes attaquent et détruisent les agents pathogènes. C'est-à-dire, ils vont allonger leur membrane plasmique pour entourer complètement l'agent pathogène, envoyer des lysosomes se fusionner avec la vacuole dans laquelle est renfermé l'agent pathogène et relâcher des enzymes digestives qui vont briser l'agent pathogène en morceaux. La vacuole va ensuite fusionner avec la membrane de nouveau et relâcher les morceaux qui sont maintenant inoffensifs. Donc, les phagocytes attaquent par phagocytose. C'est assez facile à se rappeler. Alors, les granulocytes et les macrophages. D'abord, les granulocytes, ils forment à peu près 70% de tous les phagocytes. Ils sont très nombreux parce qu'ils sont très peu efficaces. Quand les granulocytes vont attaquer les agents pathogènes, il y en a un bon nombre qui vont mourir. Alors, comme mentionné tantôt, le pus, c'était le cadavre des phagocytes qui avaient attaqué et qui étaient morts lors de la guerre avec les agents pathogènes. Donc, bonne partie de ce pus sera formé par les granulocytes. Très nombreux parce qu'ils sont peu efficaces. Tandis que les macrophages, c'est seulement 5% de tous les phagocytes car ils sont extrêmement efficaces. Quand les macrophages attaquent, ils gagnent la bataille, peuvent se virer de bord et attaquer de nouveau un autre agent pathogène et recommencer et recommencer. Alors, quand on dit que soit les lymphocytes T cytotoxiques, les macrophages ou les granulocytes attaquent les agents pathogènes et les détruisent dans la défense non spécifique, ça veut dire que ça ne dérange pas quel type d'agent pathogène tu es. Si tu es identifié par le système comme étant un envahisseur et donc une cellule qui n'a pas d'affaire dans le corps, tu seras attaqué et tu seras détruit. Et donc, c'est une réaction non spécifique. Mais il existe aussi une défense spécifique. Et ça, c'est la composante de notre système immunitaire qui s'appelle actuellement l'immunité. Pour comprendre comment notre corps se défend de façon spécifique, on a d'abord besoin de définir antigènes et anticorps. Alors, les antigènes sont une sorte de carte d'identité de toute forme d'organisme microscopique, y inclut les cellules du corps humain elles-mêmes. À la surface de la membrane plasmique de toute cellule, nous avons ces structures complexes qui forment ce qu'on appelle antigènes. Et ce sont la présentation de ces structures au système immunitaire qui vont agir d'identifiant pour que le système immunitaire soit capable de détecter si la cellule en question, elle est supposée d'être dans le corps ou n'est pas supposée d'être dans le corps. Donc, quand le système va rencontrer un antigène qu'il reconnaît, c'est-à-dire l'antigène d'une cellule de ton corps, il n'y a rien qui va arriver. Mais quand les globules blancs vont rencontrer un antigène inconnu ou un antigène étranger, nous aurons le déclenchement de la réaction immunitaire. Et entre autres, nous aurons la production d'anticorps. Les anticorps sont des anti-antigènes, c'est-à-dire que les anticorps sont produits en présence d'antigènes étrangers pour aller détruire la cellule qui porte les antigènes. Les anticorps sont des protéines qui circulent dans notre plasma, c'est-à-dire dans notre sang, partout dans notre corps, à la recherche de cet antigène qui lui est spécifique. Voulant dire, nous avons une forme d'anticorps pour chaque forme d'antigène étranger que notre système immunitaire a détecté à un moment donné ou un autre lors de notre existence. Donc, si un anticorps est présent pour une certaine sorte d'antigène et que cet anticorps est capable de venir s'attacher à l'antigène à la surface de la cellule, ceci va stimuler la destruction de la cellule qui porte l'antigène. Allons voir une défense spécifique typique. Et pour faire ça, on va revenir à notre réaction inflammatoire de tantôt. Alors, imaginons-nous que ce phagocyte est un macrophage et que les petits bâtons qui sont juste ici sont notre agent pathogène en question. Appelons-le agent pathogène X et je vais le représenter ici avec ce dessin. Donc, en présence d'agent pathogène X, ce qui va arriver, c'est que tout d'abord, le macrophage va consommer par phagocytose l'agent pathogène. On va juste se concentrer sur ce qui se passe au niveau du macrophage et de l'agent pathogène X. Donc, le macrophage va englober complètement l'agent pathogène X par phagocytose. Le macrophage va ensuite exposer à la surface de sa membrane l'antigène de l'agent pathogène X. Alors, le petit triangle rouge, si vous vous souvenez, l'agent pathogène X avait ces petits triangles rouges que j'ai utilisés ici pour représenter son antigène en particulier. Ce n'est pas actuellement des petits triangles rouges, mais c'est plus simple de le voir de cette façon-là. Alors, nous avons maintenant l'antigène étranger, l'antigène de notre envahisseur, notre agent pathogène X, à la surface du macrophage. Nous avons juste ici un ganglion lymphatique dans lequel il y a en résidence permanente des lymphocytes. Alors, un lymphocyte T et un lymphocyte B.
le macrophage va se déplacer dans le système lymphatique, éventuellement passer à travers un ganglion lymphatique, va apporter cet antigène qui va être détecté par les lymphocytes pour déclencher la réaction immunitaire. La première chose qui doit arriver, c'est qu'une sorte spécifique de lymphocyte T, les lymphocytes T auxiliaires, vont détecter la présence de l'antigène et vont activer, vont comme réveiller, si tu veux, d'autres types de lymphocytes T et les lymphocytes B. Les deux types de lymphocytes, en réaction à l'alarme du lymphocyte T auxiliaire, vont se cloner. Mais avant de cloner les lymphocytes T et les lymphocytes B, on va enlever le macrophage. Qu'est-ce que le macrophage va faire? Il va sortir du ganglion lymphatique en suivant la lymphe et pourra continuer à faire sa fonction dans le reste du corps. Donc, en réaction à l'alarme sonnée par les lymphocytes T auxiliaires, les lymphocytes T et les lymphocytes B vont se cloner. Donc, j'en ai produit seulement quelques-uns ici, là, mais il va y en avoir plusieurs clones. Ces clones de lymphocytes T sont des clones qui sont spécifiquement faits pour aller dans le reste du corps, patrouiller les vaisseaux sanguins, patrouiller les vaisseaux lymphatiques et trouver l'agent pathogène X. Si ces clones rencontrent un autre type d'agent pathogène, il n'y a rien qui va arriver. Donc, un bon nombre de ces clones vont quitter le ganglion lymphatique à la recherche de l'agent pathogène X. Les lymphocytes B, eux, ils ne vont pas quitter le ganglion lymphatique, ils vont plutôt se mettre à produire des anticorps. Alors, cette fameuse structure protéique qui va patrouiller nos vaisseaux sanguins à la recherche de l'antigène de l'agent pathogène X vont être produits en grand nombre par les lymphocytes B. Et ce sont eux qui vont quitter le ganglion lymphatique, bien sûr à la recherche de l'antigène de l'agent pathogène X, et une fois qu'ils s'attacheront à l'antigène, ils vont stimuler la destruction de l'agent pathogène X. Éventuellement, on aura anéanti complètement l'agent pathogène X et il faut mettre fin à cette réaction immunitaire. On n'a pas besoin que les lymphocytes B produisent des anticorps à l'infini et on n'a pas besoin que les lymphocytes T se clonent et aillent attaquer à l'infini. Éventuellement, on aura besoin des lymphocytes T suppresseurs, une autre forme spécifique de lymphocytes qui vont mettre fin à la réaction immunitaire. C'est la raison pour laquelle ils s'appellent lymphocytes T suppresseurs. Ils vont supprimer la réaction des lymphocytes T et des lymphocytes B pour que leur production de clones et d'anticorps cesse. Et les lymphocytes T qui sont encore dans le ganglion lymphatique, une fois que la suppression par le lymphocyte T suppresseur sera complétée, ces lymphocytes T-là demeureront dans le ganglion lymphatique sous forme de lymphocytes T mémoire, voulant dire ils vont se souvenir de l'antigène de l'agent pathogène X pour que si jamais l'agent pathogène X revient, réapparaît dans le corps lors d'une prochaine infection, la réaction immunitaire sera beaucoup plus rapide et donc on ne souffrira pas des symptômes autant. Alors ce fameux dicton qui dit qu'on ne peut pas tomber malade de la même infection 2 fois est fausse. C'est juste que la deuxième fois que la même infection nous attaque, l'agent pathogène fait moins de dommages parce que notre système immunitaire est programmé à attaquer ce type d'agent pathogène et c'est ce qu'on appelle immunité. Et c'est sur ce principe que fonctionne toute forme de vaccination. La vaccination, c'est l'exposition à notre corps à un agent pathogène affaibli ou mort et ça prépare notre corps. Ça donne la chance à notre corps de se préparer si jamais on contracte l'infection pour vrai. Donc ceci marque la fin de notre vidéo sur le système immunitaire. Bonne fin de journée!